Les calcaires Paxstone et Grindstone. Bienvenue aux Bahamas. Les calcaires Grindstone et Paxstone, évidemment, font effervescence à l'acide dilué, ont une dureté moyenne, comme tous les calcaires. Si on observe les affleurements, on peut voir, comme ici à Étretat, une stratification avec des bancs qui sont bien visibles et qui sont soulignés ici par les rognons de silex dans le paysage. On observe, par exemple, comme ici, de grandes falaises qui peuvent être épaisses et qui, comme là, dans les préalpes, peuvent armer les paysages. C'est-à-dire qu'on veut dire par là qu'il y a des flancs plus émoussés qui ne sont pas faits par ce type de calcaire, et puis il y a des falaises qui sont bien visibles et qui donnent la forme au relief, donc on dit qu'elles arment le paysage. Ces falaises peuvent en arrière constituer des plateaux et être karstiques. On avait vu ça avec l'exemple de la vallée de Choranche. Si on regarde les différents échantillons, on peut classer la craie que l'on voit ici, qui est friable lorsqu'on la prend dans les mains, dans les roches grindstone. Donc tout dépend de la proportion en fait des coccolithes par rapport au ciment. Et donc si on prend la classification de Folk, elle serait classée comme une biomicrite. Ici, vous avez un calcaire à numulite. Donc, ces structures arrondies en forme de pièces de monnaie, assez plates, un petit peu en forme de soucoupe volante quand on les regarde de profil, se touchent quasiment toutes les unes par rapport aux autres. Elles sont reliées par une boue calcaire. On voit cette boue à sa couleur jaunâtre. C'est donc un packstone et dans la classification de Folk, une biomicrite. Les numulites sont des foraminifères, c'est-à-dire des organismes animaux marins. Voici un calcaire oolithique. Vous reconnaissez les petites structures rondes, les oolithes. En fonction de la proportion exacte donc de ce qui relie la phase de liaison par rapport aux zoolithes, on peut le classer de différentes manières. Et puis il faut regarder si ces zoolithes sont reliés par un ciment ou par une boue, car les deux sont possibles. Ici, c'est un grindstone dans la classification de Dunham et on voit que la roche est très claire. Il n'y a pas de boue de cette couleur marron. Donc, le ciment ici est constitué de cristaux de calcite. C'est une oosparite dans la classification de Folk. Voici un calcaire Lumachel. Il vient de Floride. Donc, vous avez des organismes avec des coquilles bien visibles, bien reconnaissables. On voit que ces coquilles se touchent les unes les autres. Elles peuvent être cassées ou entières selon les cas. Et on voit que entre ces différents fossiles, il y a un ciment clair. Donc, c'est un grindstone et dans la classification de Folk, c'est une biosparite. Cette lumachelle ressemble au falin que nous avons vu en Touraine. Elle se met en place dans des milieux tout à fait comparables. Alors, où se mettent en place les packstones et les grindstones et quelle est leur origine? Les karstes vont fournir une eau qui peut s'être chargée en calcium et en HCO3-. D'un autre côté, au niveau des continents, les granites peuvent avoir été hydrolysés, ce qui va libérer des ions calcium dans les solutions de lessivage. Cette eau, chargée en Ca2+, va arriver jusqu'aux océans et le calcium va pouvoir donc former du calcaire qui va se déposer dans des milieux relativement agités. Alors c'est assez variable selon les cas de packstone ou grindstone. On a observé des coquilles qui étaient cassées. On a observé des zoolithes qui étaient donc des formes arrondies et elles se sont formées parce qu'elles ont été brassées, roulées dans tous les sens par les courants. Donc ceci est possible par exemple près du récif, là où on a des zones à fort courant. C'est dans le niveau de la plateforme donc externe. Mais on peut aussi observer des grindstone et des packstone dans la plateforme interne, si la houle par exemple est très importante. Pour les calcaires à numulite, on observe une mise en place dans des milieux assez peu agités, des milieux où ces organismes pullulaient, étaient en très grand nombre. Donc ça, c'est le cas plutôt de plateformes internes. Donc sur ce schéma, ce bloc diagramme 3D, donc vous avez la mise en place
pour les calcaires coquillés, donc au niveau de la plateforme interne, qui vont donner par exemple les faluns qui sont ici, voilà, et que l'on voit. Vous avez les symboles pour les bivalves et les foraminifères, hein, donc les petits dessins là, orange, un petit peu arrondis, qu'on a observés donc dans nos échantillons. Et puis la craie, donc ce sont des coccolithophoridés, eh bien elle peut se mettre en place dans un plus grand éventail de milieux. Donc les fossiles que contiennent ces roches vont nous donner des indications supplémentaires par rapport à la profondeur, puisque vous voyez qu'il y a quand même une grande variété de possibilités, donc il est très important d'étudier ces fossiles. Les différents exemples que nous avons vus sont pour certains d'origine biologique, comme la craie, le falin, le calcaire anumulite, et d'autres exemples ont plutôt une origine chimique, comme les calcaires oolithiques, puisque dans ce cas-là, il y a une précipitation indirecte qui a été favorisée par la présence d'un voile bactérien. Ces calcaires, donc Paxstone et Greenstone, s'ils arrivent en surface, peuvent être dissous, au moins en partie, et donc vont donner des reliefs karstiques et vont réalimenter une eau de lessivage, une eau en calcium et en HCO3-, ce qui va pouvoir donner d'autres roches carbonatées plus tard. S'ils sont enfouis lors du métamorphisme, ils donneront des marbres. Vous avez ici un exemple de marbre rose de Vérone. Donc c'est un ancien calcaire à ammonite et on reconnaît encore les fossiles, même si évidemment ils ont subi eux aussi le métamorphisme. Alors quels sont les gisements pour ces différents exemples? Eh bien les Bahamas que vous voyez ici ont à certains endroits des courants très très forts, et ces courants forts sont les zones de formation actuelles des zoolithes, comme vous pouvez les observer sur le cliché en haut à droite. Donc pour ça, il faut un milieu agité, peu profond et une eau chaude. C'était le cas dans les formations jurassiques du bassin parisien, en Lorraine par exemple. Les calcaires anumulites, eux, se sont mis en place au cours du Tertiaire, par exemple dans le bassin parisien ou dans certains massifs subalpins comme les Bornes. Les lumachelles ou les falins, par exemple, en France, se sont mis en place au Tertiaire, essentiellement au Miocène, dans les zones en bleu sur cette carte, donc au niveau de la Touraine, l'Aquitaine et le sud-est de la France. Un milieu chaud, peu profond, proche d'un récif corallien, marécageux, qui a été favorable au dépôt de ces falins. La pierre de Paris, qui est un calcaire lutétien, très très riche en lumachelles mais aussi en humulite, a été exploitée dans diverses carrières, au niveau de la barrière Saint-Jacques dans le 14e, à Vaugirard dans le 15e, la butte aux Cailles dans le 13e et même dans les environs du jardin du Luxembourg dans le 6e. Les galeries de ces carrières abandonnées ou épuisées sont devenues les catacombes de Paris. Les carrières à ciel ouvert, elles, ont été transformées ou aménagées. C'est le cas du parc Montsouris dans le 14e à l'heure actuelle. On peut observer, en se baladant dans Paris, des constructions faites avec ces différentes roches. Les calcaires oolithiques, par exemple, sur les murs de l'hôtel de Paris dans le 1er arrondissement. On a aussi ça sur les murs du musée d'Orsay dans le 7e arrondissement ou sur le pont Alexandre III dans le Paris 8e. La pierre de Paris a permis de construire la cathédrale Notre-Dame, les vestiges du mur de l'enceinte de Philippe-Auguste près du lycée Henri IV, au niveau de la rue Clovis, mais aussi les vestiges des thermes romains sur le boulevard Saint-Michel, juste à côté du lycée. Des calcaires à anthroque ont été aussi utilisés, par exemple pour des structures dans les arènes de Lutèce à Paris. Je vous souhaite une bonne balade.